pour vous présenter cette émission sur les réseaux sociaux. Oui, ça fait couler beaucoup d'encre et de salive sur les conditions des détenus dans la prison centrale de Makala. Vous avez suivi ces reportages diffusés par TV5 Monde. Vous avez suivi les réactions des uns et des autres, des personnes qui sont passées par la prison centrale de Makala. Même si ces révélations ont été refusées à l'extrémisme par les nouveaux gardes des Sceaux, Constant Moutamba, dans un tweet qui a remis en cause cette manière de faire les choses, ces images diffusées par TV5 Monde en revenant sur les conditions d'incarcération aussi en Guantanamo. Mais la réaction de Constant Moutamba a aussi intercalé par d'autres réactions, certainement des anciens prisonniers. Aujourd'hui, les conditions d'incarcération, les conditions de détenus en République démocratique du Congo sont-elles respectées? Les droits des incarcérés, les droits des détenus dans cette prison de Makala. Vous avez vu même ces vidéos choquantes de la nourriture que les détenus mangent là-bas dans cette prison. Aujourd'hui, peut-on continuer de parler des droits de l'homme dans ces pays, de considérer la RDC comme un temple où règne la démocratie si on n'arrive pas à respecter les conditions de ceux qui sont en prison? Messieurs et dames, Interface, c'est parti pour ces numéros, justement pour répondre à toutes ces questions que chacun de nous est en train de se poser, parce que chacun de nous a certainement un frère, une sœur qui est détenu dans cette prison de Makala. C'est pourquoi cet intérêt avec cette thématique, avec M. Sédika Ntumba, comme d'habitude, pour répondre, pour expliquer ce qui se passe au niveau de Makala. Il est juriste, mais aussi bientôt là, il sera doctorant en droit parce qu'il est en train de manœuvrer dans ces secteurs. M. Sédika, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Daniel Roland, merci pour votre invitation. Alors, M. Cédric, d'entrée de jeu, d'abord, comme j'ai bel et bien annoncé cette thématique, on va essayer d'analyser. Vous allez donner votre opinion par rapport aux conditions. Je m'en souviens, on avait tourné une émission avec vous déjà, à l'époque où vous aviez proposé des solutions pour essayer un peu de changer la donne au sein de cette prison de Makala qui aujourd'hui compte plus de 15 000 personnes, alors que cette prison n'a pas été construite pour contenir ce nombre exagéré. Aujourd'hui, vis-à-vis de ce qui se passe, d'abord d'une manière générale, quelle analyse pouvez-vous faire de ces images, des conditions d'incarcération en République démocratique du Congo d'une manière particulière dans la prison centrale de Makala? Merci beaucoup, monsieur Daniel Roland. Je crois que Paris ne s'est fait pas en un jour. Et donc, le ministre de la Justice, nous avons tous vu qu'il a tweeté pour dire que les images telles que balancées par la TV5 ne sont pas telles que ne reflètent pas la réalité. Et il a aussi dit que les conditions sont en réalité mieux que celles des prisonniers qui sont encore à Guantanamo. Et donc, je crois à suffisance de preuves que le ministre a de belles initiatives, certes, mais il ne doit pas nous laisser croire qu'il a changé les choses en un jour. Parce que les habits, n'est-ce pas, contre les prisonniers, les violations flagrantes de droits des prisonniers ne peuvent en aucune manière le pousser à nous faire croire que les choses ont changé. Vous voyez, vous avez vu les images qu'on nous balance même qui montrent l'état auquel se trouvent certains détenus, ce qui n'est pas assez bon. Mais en général, il faut retenir que le prisonnier qui sont détenus, le problème du pléthore ne peut être résolu que par la création d'autres centres pénitentiaires. Ça, c'est des 1. Parce que si la prison centrale de Makala est appelée à regorger autant de personnes bien déterminées, en l'occurrence par exemple 10 000 ou 6 000 personnes, et qu'aujourd'hui on est au-delà de la fourchette normale, ça suppose qu'il y a un problème. Et en même temps, la gestion de la prison doit se faire en conformité avec des règles qui interdisent l'échange de gènes criminogènes. Ça veut dire, lorsque vous avez par exemple une personne qui a commis l'infraction des
je dirais l'infraction de vol simple, et que vous le mettez dans le même pavillon que celui qui a commis l'infraction de meurtre, qu'un criminel des grands chemins, il y a fort risque que ces deux personnes puissent s'entre-échanger des gènes. Voyez-vous, il y a fort risque que celui qui a commis une criminalité à grande échelle, une grande criminalité, puisse affecter aussi les autres. Alors vous voyez que le pléthore cause plus de mal à la société. On sait qu'à la sortie même de la prison, de celui qui, n'est-ce pas, avait commis le moindre crime, il peut sortir de la prison plus criminel qu'il ne l'était avant. Voyez-vous? Donc, il faut normalement que M. Constant Moutamba puisse, bien entendu, faire des dossiers tendant à la création ou à la construction de nouveaux bâtiments, soit dans la concession abritant la prison de Makala, on sait qu'il y a encore de l'espace, soit il peut aussi construire de nouvelles prisons, toujours dans la même ville de Kinshasa, parce que depuis l'indépendance de la RDC, M. Daniel Roland, 1960 à nos jours, Kinshasa, donc nous avons passé des régimes en régime, des législatures en législature, Kinshasa n'a connu qu'une seule prison. Mais regardez le nombre, la statistique de la densité de la population aujourd'hui à Kinshasa. On est à combien? Alors normalement, ça devrait marcher non pas à contre-courant de cette statistique-là. Autant qu'il y a l'évolution considérable de personnes de la densité dans la ville de Kinshasa, autant qu'il devrait aussi être pris des précautions sur la construction de nouveaux établissements de prison, puisque le crime ou l'infraction en général, c'est comme le microbe. Donc, autant que là où vivent les gens, il y aura toujours des microbes, autant aussi qu'il est possible que là où vivent des gens, qu'il ne manque pas de problèmes, qu'il ne manque pas des infractions. Et par conséquent, quand les personnes commettent des infractions, l'État doit prendre des mesures idoines, des mesures appropriées, tendant à tarir la source la plus importante de ces criminalités. Et c'est ainsi que le législateur a assorti certaines infractions, la majorité d'ailleurs des infractions prévues par le code pénal, sont assorties de la peine d'emprisonnement. Alors, ça veut dire que le législateur, parmi le plus de 12 millions d'habitants du Congo, prenons l'hypothèse qu'on a 5 millions qui ont commis l'infraction, ou des infractions, excusez. Où est-ce qu'ils seront logés? Parce que si la prison était appelée à ne recevoir que 6 000 personnes, par exemple, je prends l'hypothèse, et qu'on doit y mettre 5 millions de personnes, ce serait insuffisant. Donc, le nombre de détournements qu'il y a eu en RDC pouvait bel et bien permettre, sans toutefois, si le détournement n'était pas fait en tout cas, le nombre de sommes d'argent détournées pouvait bel et bien permettre à ce qu'il y ait construction de nouvelles prisons. Puisque je crois à suffisance de conviction qu'il y a une certaine mauvaise foi caractérisée, n'est-ce pas, que manifestent les acteurs politiques ou les personnes qui sont communément appelés membres du gouvernement, président. On sait que pour une personne d'une volonté moyenne et d'une conscience aussi moyenne, qui s'est dit, écoutez, en 1960 jusqu'en 2023-24, combien d'années vous avez fêté, je crois, 60 ans de notre indépendance, ainsi de suite. Mais si vous fêtez ainsi, regardez maintenant, dans les 60 ans-là, qu'avez-vous effectué par rapport aux droits et sciences pénitentiaires, par rapport à la sociologie pénitentiaire? Qu'est-ce que vous avez fait? Vous n'avez pas construit de nouvelles prisons. Vous avez toujours des anciennes prisons. Et d'ailleurs, comment comprendre qu'on est à Kinshasa, il faut arrêter des gens et les transférer parfois à Ngenga, à Boulou, ce qui est encore beaucoup plus loin, n'est-ce pas, ou largement distancé de Kinshasa. Ça montre qu'il y a une certaine crise. Vous savez, monsieur Daniel Roland, la crise des services publics ne se dénote pas que par le mauvais fonctionnement des institutions, mais aussi par excusez-moi, je voulais dire, ne se dénote pas que de l'inexistence, du retard dans les fonctionnements, mais aussi de l'inexistence, n'est-ce pas, des services publics. Parce que dès lors que les services publics fonctionnent mal, c'est-à-dire vous avez une prison qui existe et que les gens, n'est-ce pas, qui regorgent certains nombres de prisonniers, mais lesquels vivent mal, ils y entrent au détriment de leur vie,
au détriment de l'air. Parce que vous savez que la prison, aujourd'hui, à l'état actuel même de la prison centrale de Makala, du centre pénitentiaire de Makala, si vous voyez la manière dont vivent les détenus, l'état auquel se trouvent leurs installations, l'état auquel se trouve le pavillon, vous direz, vous allez tirer une conclusion d'après laquelle la prison centrale de Makala est un mouroir. Alors, comment est un mouroir? Parce que si vous y entrez que vous ne mangez qu'une seule fois la journée, parce que j'ai vu des gens contredire même le ministre de la Justice en disant qu'ils y venaient de la prison, ils viennent à peine d'y sortir, mais malheureusement, ils n'ont pas compris comment le ministre peut dire qu'ils mangent 3 fois alors qu'eux, ils ne mangent qu'une seule fois. Donc, il y a un problème. Le droit à la vie, le droit, n'est-ce pas, à la liberté d'une personne sans garantie. Ça veut dire, la prison, lorsqu'on vous emprisonne, la prison ne restreint ou ne vous prive qu'un seul droit, le droit à la liberté. Ça veut dire que tout le reste de droits doivent rester tels quels et être respectés par le gouvernement. Alors, c'est pourquoi je vous ai dit que il y a une certaine crise de service public par l'inexistence de prisons en République démocratique du Congo, donc des prisons à Kinshasa. Ici à Kinshasa, dans la ville de Kinshasa, vous savez qu'il n'existe qu'une seule prison. Regardez d'abord l'état auquel se trouvent les cachots, monsieur Daniel Roland, les amigos. Vous vous direz qu'il y a un problème. C'est vrai que peut-être on a hérité cela de l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, mais plus il y a le gouvernement, n'est-ce pas, et d'autres présidents qui viennent, mieux les choses doivent changer. Mais en réalité, en pratique et en vérité même, je vous dirais que la prison centrale de Makala, ma conclusion à moi, c'est que c'est un mouroir. Le ministre de la Justice, il vient à peine, n'est-ce pas, de commencer, je dirais, sa fonction. Donc, il ne saura pas changer les choses en un jour. C'est vrai qu'on peut lui donner les bénéfices du doute sur les belles initiatives qu'il a à prendre, parce qu'on ne peut pas être un prophète des malheurs, mais pour l'instant, quand on me pose la question, quel est l'état auquel se trouve la prison centrale, n'est-ce pas, de Makala, je dirais quoi? Je ne dirais pas que c'est en bon état, monsieur Daniel Roland. Donc, les prisonniers manquent de quoi se nourrir, les prisonniers sont en mauvaise santé. D'ailleurs, pas plus qu'ailleurs, j'aurais appris qu'une personne est décédée en prison. Monsieur Roger, il restait même à Capella. Il avait été fait arrêter par un monsieur. Mais malheureusement, quand il y est entré, il n'a même pas fait 2 semaines ou 3 semaines pour rendre l'âme. Donc, il a exhalé les derniers soupirs en raison justement des conditions d'incarcération. Et ça, c'est une vérité évidente. Donc, comment comprendre que quelqu'un entre en prison, il n'est pas malade, alors du coup, il fait 1 semaine ou 2 semaines, il meurt. Par les soucis de ses enfants, ou bien par l'état auquel il a trouvé, n'est-ce pas, l'endroit de sa détention. Voyez-vous, monsieur Daniel Roland, sans toutefois aussi aborder la question, il va sans dire que le mineur, parfois, il y a des gens qui sont mineurs, qui, quand ils commettent de manquements qualifiés d'infraction, ils sont aussi détenus qu'à la prison centrale de Makala. D'ailleurs, maître, je vous relance parce qu'il y a quelqu'un qui m'a quand même envoyé des questions pour vous poser. Voilà ce que la personne dit, maître Sedi, qui dit ma préoccupation serait la suivante, où sont placés les enfants en conflit avec la loi? Dans les institutions publiques, dans les institutions privées, sont-ils incarcérés à la prison centrale de Makala? Je cherche la lumière sur ce que j'ai appris en droit portant protection de l'enfant. Question à maître Cédric. Oui, exactement, monsieur Daniel Roland. Donc, je crois que la question est bien posée parce que, en réalité, c'est pourquoi je vous ai dit qu'il y a crise de service public à ces points-là. Vous voyez, monsieur Daniel Roland, puisque la prison ne fonctionne pas comme le législateur l'entendait. Lorsque la loi de 2009 portant protection de l'enfant dit que l'enfant qui commet un manquement qualifié d'infraction, n'est-ce pas, d'une année d'emprisonnement et autres, il y a 2 mesures de protection que le législateur a prévues, que le juge aussi doit prendre pour protéger l'enfant. Et en même temps, le législateur prévoit que
les mêmes enfants-là, quand ils commettent des manquements, en tout cas très légers, moins graves, voici des mesures à prendre. Mais le comble, c'est que il y a ce qu'on appelle les établissements de garde et d'éducation de l'État. Ces établissements-là, monsieur Daniel Rolland, devraient normalement faire l'objet d'une institution à part entière. C'est-à-dire, les enfants qu'on appelle souvent les enfants confiés avec la loi, devraient bénéficier de leur propre bâtiment. De telle sorte qu'à chaque fois que le ministère public, que le juge remarque que l'enfant a commis un manquement qualifié d'infraction, il les destine dans ces bâtiments-là, dans cet établissement-là. Voyez-vous, même lorsque il venait à commettre des manquements qualifiés d'infraction un peu plus graves, parce que je vous dirai d'ailleurs, l'article, je crois bien, 116 et 117 de la loi portant protection de l'enfant dit que lorsque l'enfant commet un manquement qualifié d'infraction, puni d'une servitude pénale, n'est-ce pas, de 20 ans d'emprisonnement ou puni de servitude pénale à perpétuité, la loi dit cet enfant sera placé dans un établissement de garde et d'éducation de l'État, si elle a 16 ans, à ses 18e années d'âge, c'est-à-dire lorsque cet enfant devient majeur. Où est-ce qu'il va, n'est-ce pas? Je ne dirais pas purger, parce que purger, c'est beaucoup plus... ça dénote une certaine punition un peu lourde. Où est-ce qu'il va passer le temps de ses 10 ans? Puisque la loi dit que quand l'enfant est placé dans un établissement de garde et d'éducation de l'État, à 16 ans ou à 15 ans, quand il commet un manquement qualifié d'infraction, il est placé dans cet établissement, bien entendu, et les mesures de protection sont prises. Mais la loi précise une chose. La loi dit, à ses 18e années d'âge, le juge proroge cette mesure à un terme qui ne dépasse pas 10 ans. Ça veut dire que la mesure prorogée de 10 ans n'est pas différente de celle qui préexistait. Ça, c'est de 1. Ça veut aussi dire que là où l'enfant, le législateur n'a pas dit que lorsque l'enfant atteint 18 ans, on le fait quitter d'un établissement, n'est-ce pas, à un autre pour aller purger ou passer son temps, comme s'il partait en prison, ce serait une peine. Non, la prison est faite par essence pour recevoir le condamné, n'est-ce pas, à la peine d'emprisonnement, les condamnés à la peine des travaux forcés, n'est-ce pas? Parce que si vous n'êtes pas encore emprisonné, si vous n'avez pas été, il n'y a pas encore de modalité pratique de l'exécution de la peine des travaux forcés, et par conséquent, tous ceux qui sont condamnés à la peine des travaux forcés vont en prison. Si vous êtes aussi condamné à la peine de mort, monsieur Daniel Rolland, et que vous n'êtes pas encore exécuté à mort, votre temps serait d'abord en prison. Voyez-vous? Alors, si cette masse de peine doit en réalité se résoudre dans la pratique en la peine d'emprisonnement, ça veut dire que l'État doit prendre des précautions pour construire plusieurs bâtiments, n'est-ce pas, devant receler de prisonniers. Mais, quant à cette question ici, je vous ai dit que le mineur d'âge, même si on nous dira non, ils sont à tel pavillon et tel autre, les pavillons là, où le pavillon qui regorge des mineurs sont des pavillons où le mineur et les adultes sont confondus. Ça, c'est des 1. C'est une entorse. Parce que je vous ai dit, monsieur Daniel Rolland, il est beaucoup plus grave et viole même la loi, le fait de mettre le mineur avec le majeur. Et même alors, un mineur, quand il atteint l'âge de la majorité, si vous devez proroger la mesure, n'est-ce pas, de la mesure que vous avez prise à l'origine, à une mesure pour un terme de 10 ans, vous remarquerez, monsieur Daniel Rolland, que les 10 ans-là ne constituent pas une peine pour que le mineur aille l'exécuter en prison. Non. Puisque la loi, l'ordonnance de 1965 sur le régime pénitentiaire ne dit pas que le mineur, ne dit pas que les prisons sont habilitées à recevoir de mineurs. Non, ça non, monsieur Daniel Rolland.
Et un mineur est une personne, en tout cas, qui n'est pas capable de discernement. Il n'a pas la volonté. Alors, on ne peut pas vouloir arrêter un mineur, le mettre en prison et faire en sorte qu'il y ait prorogation de la mesure d'un terme de 10 ans dans la même prison. Donc, c'est pourquoi je vous ai dit, si la prison, elle est un mouroir, elle est aussi, en tout cas, un lieu, un environnement criminogène. Un environnement, je ne dis pas criminel, c'est-à-dire un environnement où les gens peuvent se transmettre facilement des gènes criminogènes, des gènes criminels. C'est pourquoi un mineur qui peut entrer en prison peut sortir beaucoup plus criminel qu'il ne l'était. Donc, vous comprenez que c'est une entorse. C'est lui qui a posé la question. Il le sait bien certainement que tous ceux qui entrent en prison sont confondus, peu importe l'âge. Mais je vous ai aussi précisé que par essence, le législateur n'attend pas voir un mineur être en prison. N'attend pas non plus qu'un mineur qui a atteint l'âge de 18 ans et dont la mesure originaire de protection prise par les juges, qui a fait l'objet de prorogation de 10 ans, puisse, n'est-ce pas, être exécuté pour le terme de 10 ans en prison. Non. Il peut être séparé dans le même bâtiment avec le mineur, mais étant donné que les mesures de protection ont été prises à l'origine, il doit être mis en quarantaine. Vous voyez, de mineurs. Mais les mettre d'abord dans la prison centrale de Makala, ça laisse voir sociologiquement, même pour un commun des mortels, que le mineur ici qui est en prison, il a commis une infraction. Alors que le mineur, comme vous le savez bien, ne commet pas d'infraction. Il commet des manquements qualifiés d'infraction, certes, c'est-à-dire de faits qui ne sont pas infractions, qui ne sont pas d'abord de nature et par qualification en tant que tel infractionnel, mais il exécute des mesures prises à la prison. C'est une entorse. Il faut normalement que l'État congolais puisse construire un bâtiment approprié pour recéler ou prendre en compte de mineurs. Et que dans ces bâtiments, qu'il y ait aussi des pavillons où, si le mineur atteint l'âge de la majorité, on les déplace pour aller exécuter leurs mesures dans d'autres bâtiments. Alors, Maître Cédric, aujourd'hui, vous avez quand même suivi l'ancien prisonnier Stanislas Boujakera, c'est journaliste qui a passé plus de 6 mois là-bas à la prison centrale de Makala sur TV5 Monde. Quand il dit à la prison centrale de Makala, il y a même cette histoire-là de chambre VIP où quand vous arrivez, pour que vous puissiez essayer un peu de rester dans de bonnes conditions, il faut payer 3 000 à 4 000 $. C'est une normalité qu'on doit commencer à faire des choses comme ça dans une prison où, quelle que soit la notoriété d'une personne, quand elle arrive là-bas, c'est un prisonnier comme tout le monde. Mais faire des exceptions comme ça, ce n'est pas en violation aussi des droits de chaque détenu. Merci beaucoup, monsieur Daniel Roland. La réalité de la prison, elle est beaucoup plus sue par, en tout cas, je crois, par le prisonnier eux-mêmes. Puisque si c'est lui qui a vécu une situation, vous dit ce qu'il a vu, comment vous qui n'avez jamais assisté dans cette situation, dans ces circonstances, pouvez les contredire? Voyez-vous, monsieur Daniel Roland, le ministre fut avocat, en fait, il est avocat. En réalité, c'est cela le cas. Il est avocat, bien qu'il ne preste plus en tant que ministre de la Justice, mais j'avoue qu'il a eu quelque peu des clients aussi qui furent détenus. Peut-être qu'il ne leur a pas posé la question, mais nous avons eu l'occasion, l'opportunité de poser à certains prisonniers, n'est-ce pas, qui sont sortis de la prison, sur la manière de vivre dans la prison, sur le mode de vie qu'ils mènent dans la prison. Ils nous ont révélé ce qui n'est pas loin d'être réel. Voyez-vous, ils nous ont dit, écoutez, maître, lorsqu'un prisonnier arrive, lorsque les camions déjà qui escortent le prisonnier arrivent en prison, la première des choses, c'est que dans chaque pavillon, il y a en fait des gouverneurs. Et chaque gouverneur, il coopère pour qu'on lui envoie des détenus. Et lui, à son tour, comment coopérer? Il envoie l'argent, une somme d'argent,
qui va nécessairement à ceux qui affectent de prisonniers dans 2 pavillons. Et lui, il dit, écoutez, j'ai déjà 4, 5 ou 10 prisonniers. Si ils sont en train de se battre à avoir autant de prisonniers ou autant de détenus dans le pavillon, c'est parce que eux, ils vendent des places où dormir. C'est parce que eux, les gouverneurs, là, ils font du commerce, n'est-ce pas, sur la bonne situation en prison. Premièrement, ils vont d'abord vous mettre dans une petite caisse, dans une petite boîte qui n'est appelée à recevoir parfois 2 personnes ou 3 personnes. Mais ils vous coffrent là-bas, d'après ce qu'on aurait en tout cas entendu, ils vous coffrent dans cet espace de 2 ou 3 personnes au nombre de 10. Alors quand ils vous mettent là-bas au nombre de 10, monsieur Daniel Rolland, vous n'allez pas dormir parce qu'un endroit qui est tellement exigu pour ne recevoir que 2 personnes ne peut pas contenir 10 personnes en principe. Ça veut dire que si 2 personnes se confinent davantage dans cette boîte, en raison de la promiscuité et ainsi de suite, vous remarquerez que les personnes-là ne vont pas dormir. S'ils vont dormir debout, monsieur Daniel Rolland. Mais comment quelqu'un peut dormir debout? Il y aura un problème. Et ils nous ont aussi révélé que là où on le met en promiscuité, c'est un endroit qui est absolument contigu avec la douche de certains autres prisonniers et la douche de certains autres pavillons. Maintenant, quand les gens se lavent dans cette douche-là, l'eau, en tout cas impropre, de cette douche tombe sur eux. Alors, ils n'ont rien à dire. Donc, c'est un mécanisme qui les contraint à demander à leur famille d'envoyer un peu d'argent pour donner au gouverneur de la prison, pour donner au président de chaque pavillon, n'est-ce pas, afin qu'ils puissent quitter cet endroit-là pour aller dormir. Et aussi, on m'aurait appris que là où les gens en question dorment, en tout cas, même s'ils sortent de cette douche-là, de cet endroit-là promiscuite pour dormir, c'est qu'ils sortent. Je crois qu'ils donnent les dos. Donc, il y a des conditions macabres, monsieur Daniel Rolland, dans la prison centrale de Makala. Donc, pour clore sur cette question, moi, j'estime, à mon humble avis, que l'État congolais doit, en tout cas, contrôler lui-même les prisons. Puisque lorsque vous donnez c'est vrai qu'il y a une surveillance, il y a un contrôle qu'on effectue. Il n'y a pas si longtemps, le procureur général près la Cour de cassation était allé pour sortir quelques détenus en prison. Je ne connais pas trop la raison de chaque libération, mais en tout cas, il s'en est voué inspecteur à cet effet, et puis il a sorti quelques détenus en prison. Mais le comble qu'il y a, c'est que même si on a sorti quelques-uns, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Voyez-vous? Parce qu'il n'y aura pas moyen que vous puissiez sortir tous les prisonniers à la fois. Mais ce que je peux dire en ces termes, M. Daniel Rolland, c'est que chaque prisonnier, ou les prisonniers en général, ont droit à la vie, ont droit à la liberté de correspondre avec des autres, ont plusieurs droits à la fois, énumérés par la Constitution, mais il n'y a que la liberté qui est restreinte. Et l'État congolais, à son tour, doit normalement contrôler la prison. C'est vrai, M. Daniel Rolland, qu'il est tout à fait normal que l'État congolais puisse vouloir que certains pavillons, certains détenus ou condamnés puissent assurer, bien entendu, la discipline dans la prison. Mais lorsque l'État congolais remarque que cette discipline que devraient assurer certains détenus ou certains condamnés commencent à déboucher à certaines violations manifestes de textes légaux, qu'est-ce qu'il viendrait en faire? Donc, je crois à suffisance de preuves que tout ce que nous venons de citer et tout ce que nous attendons de détenus qui sortent de prison traduit justement la théorie d'après laquelle la prison centrale de Makala est un mouroir. Les gens, c'est-à-dire c'est quelque chose qui tue le détenu à petit feu. Il faut que les conditions carcérales puissent être améliorées afin que le détenu puisse vivre mieux et que dès qu'ils y sortent,
qu'on puisse au moins avoir de... C'est d'ailleurs les ONG qui prennent en charge certains détenus. Parce que si vous partez en prison, vous demandez, on vous dira que plusieurs, d'ailleurs les églises catholiques, les ONG viennent avec des dons, certainement, donnés au directeur de prison pour subvenir à la situation de détenus et de condamnés. Diriez-vous, si l'État congolais par lui seul voudrait bien prendre le soin de prison, sur les manger, les boire et autres, je crois qu'il y aurait catastrophe. Donc, pour éviter tout ça, que l'État congolais puisse endiguer, n'est-ce pas, le poche des détournements pour que pour qu'il puisse construire d'autres bâtiments pouvant recéler ou régorger de prisonniers. Alors, Maître Cédric, vous parlez des détenus. Vous, puisque vous êtes dans la profession, comment vous faites si ça arrivait que vous puissiez avoir un dossier d'un condamné, puisque la collaboration est très importante. Certainement, il est détenu à la prison de Makala au vu de tout ce qui se passe là-bas, les désordres, les conditions de la détention. Est-ce que c'est facile pour vous de coopérer en tout moment avec ces prisonniers, aller certainement là-bas pour les voir, pour discuter, pour communiquer, comme ça se passe ailleurs, par exemple? Exactement. Vous savez, monsieur Daniel Roland, ce que je vais dire à cet effet, en réalité, tout avocat, en tout cas, je crois que tout avocat sensé, quand il entend que son client est incarcéré, à la police par exemple, la première des choses, c'est de faire en sorte que les clients puissent quitter d'abord cette situation. Et pour éviter les pires, c'est que les clients puissent aller à la prison centrale, au parquet. Quand ils arrivent au parquet, en tout cas, monsieur Daniel Roland, vous vous renseignerez mieux que moi et on vous dira que la première tendance d'un magistrat face aux détenus n'est pas de libérer directement, surtout lorsque le détenu est non assisté de son conseil et n'a pas non plus de moyens. Ils arrivent, ils l'entendent sur PV, il peut tout dire, le magistrat plutôt que de faire l'analyse, n'est-ce pas, une analyse au tréfonds du dossier pour qu'il puisse savoir à quoi tient l'infraction pour laquelle on les poursuit. Les magistrats cherchent d'abord à les mapper. Quand ils les mappent, même si le dossier est vide, même si les faits sont bénins, ils n'étant pas. Ce n'est que ces derniers temps, je l'avoue bien et je l'ai dit tout haut, ces derniers temps, qu'on remarque que le magistrat commence à changer un peu leurs attitudes face aux détenus. En ce sens qu'auparavant, ils avaient un système tel que quand tu es arrêté, en tout cas, tu viens en un jour, on t'entend, on t'établit un mandat d'arrêt provisoire qui a une durée de 5 jours. Et ces mandats d'arrêt provisoire, normalement, peuvent être exécutés soit en prison, soit là-bas à l'Amigo. Mais puisque le parquet reçoit chaque instant plusieurs personnes et les camions de la prison centrale de Makala passent au parquet pour récupérer certains détenus mappés. Parce que si tu n'es pas mappé, tu ne pars pas à Makala. Mais le comble maintenant, c'est que si vous êtes mappé, vous partez à Makala, on vous mélange avec les détenus, les condamnés. Voyez-vous? Alors, le problème par rapport à votre question, c'est que le magistrat actuellement, comme je le disais, du parquet, ont tendance à libérer les détenus. Ça au moins, je l'ai remarqué à plus d'un. Ils ont tendance, quand un détenu arrive, en tout cas si par exemple le fait s'avère être bénin. J'ai vu 2 ou 3 magistrats faire ainsi. En tout cas pour une personne accusée, il était accusé je crois de la diffamation. Mais la diffamation tenant que sur des publications dans le groupe WhatsApp, voyez-vous, que telle personne aurait baffé l'autre, ainsi de suite. Le magistrat a refusé d'établir un mandat d'arrêt provisoire à première vue. Il a dit non, il faut libérer. Libérer parce qu'il a dit on nous a interdit formellement d'incarcérer des gens, d'établir des mandats d'arrêt provisoires, de solliciter des détentions préventives pour des faits négligeables. Voyez-vous. Or, c'est un acte qui se démarque au moins du régime précédent, voyez-vous. En ce sens que lui, à son niveau, il s'est dit, non,
je n'établis pas les mandats d'arrêt provisoire, je ne vais pas demander l'ordonnance de détention préventive parce que les faits sont bénins. Donc, j'avoue que la collaboration entre avocats et leurs clients détenus, en tout cas, rassurez-vous, c'est une très bonne collaboration et je n'ai jamais vu un policier, même si vous partez à la prison centrale de Makala, même si vous partez dans un amigo, même si vous partez au parquet ou que ce soit, vous vous présentez en tant qu'avocat, vous voulez parler à votre client. En tout cas, monsieur Daniel Rolland, on met votre client à votre disposition. Seulement, il y a des moments où, lorsque l'avocat entend son client, on le fixe parfois 2 minutes auxquelles leur conversation, n'est-ce pas, doit prendre. On leur dit, écoutez, vous allez vous converser peut-être pendant 30 minutes, pendant 10 minutes. Et là, les policiers vont commencer à harceler un peu l'avocat pour que ça puisse un peu cesser cet échange-là. Donc, bref, de toute manière, il y a toujours une certaine collaboration, un certain échange. Ce que nous déplaît, l'avocat en tout cas, fait de tout son mieux pour que les clients puissent ne pas aller à la prison de Makala. Parce que nous le savons tous que quand un client quitte le parquet pour la prison de Makala, même les montants qu'on demandait pour la liberté provisoire, M. Daniel Rolland, sera majoré. Vous serez, au lieu de payer $100, on vous demandera peut-être $500, $1000, parce que là, ce serait question d'établir des ordonnances. Et d'ailleurs, j'ai un cas pratique où une fille accuse, je ne cite pas les noms bien sûr, une fille accuse son petit ami pour avoir détruit son téléphone. De quel téléphone? C'était Techno, on appelle ça c'est Techno 30, hein, quelque chose comme ici ça. Ici en RDC. Bien sûr, Techno Spark 30. C'est au parquet, du tribunal de paix Kinshasa Lemba. La magistrate en question, une femme, vous lui dites, mais madame, monsieur, il avait détruit les téléphones, certes, de sa petite amie, il y a un lien amoureux. Veuillez tout justement le remettre en liberté. Il a pris l'engagement de rembourser les téléphones. Non, s'il n'y a pas d'argent, je ne libère pas. La mère du détenu vient avec un pagne pour dire que je n'ai même pas d'argent, même pas un franc. Si vous pouvez me libérer, mon fils, parce que on pourrait remettre ces téléphones, n'est-ce pas, d'une manière ou d'une autre. La mère vient avec un téléphone pour donner en contrepartie. La fille refuse. Parce que d'après les magistrats, la fille dit que le téléphone n'existait pas. Le détenu passe 2 jours ou 3 jours là-bas à Lemba. Ce qu'il y a, c'est que le téléphone se retrouve. Parce qu'il semble que là où l'ami avait détruit le téléphone, il y avait quelqu'un qui avait ramassé, il était dans un salon de coiffure. Alors, la maman est partie là-bas, elle a tempéré, on lui a remis les téléphones en contrepartie d'une somme d'argent. Elle vient remettre les téléphones au magistrat. Alors, on consigne les téléphones. Mais les magistrats ne veulent pas toujours libérer. Or, dans les cas là, le téléphone s'était retrouvé. Ce n'était même pas détruit, comme on l'entendait. Mais les magistrats voulaient les libérer, non. L'avocat vient avec $100. Il dit non, prenez même les $100 pour les libérer. Les magistrats répondent à l'avocat, suivez votre client au tribunal. Je vais fixer les dossiers. Vous vous imaginez un peu, M. Daniel Rolland. Donc, et après, lorsqu'il y a une négociation, l'avocat remet les $100 qu'on a refusé, mais pour le remettre, il fallait que le magistrat puisse prendre 100 000 francs, faire payer ça à titre de caution, n'est-ce pas, au greffe, et puis, à la banque, excusez, et puis, le magistrat devait récupérer maintenant $200. $200, pourquoi? Parce que les $100 seraient partagés entre le procureur et lui, les magistrats concernés. Donc, bref, vous comprenez que la liberté d'une personne est donnée en contrepartie d'une somme d'argent et non en vertu du caractère moins grave de faits commis. Et c'est normal. Et non, ce n'est pas normal. Et aussi, M. Daniel Rolland, un autre comble, c'est que lorsque on vous donne la liberté provisoire, vous ignorez, le magistrat, et dans cette liberté, il y a une caution qu'on a payée. Mais l'État congolais, il y a des sommes qui sont occultées. L'État congolais, à son niveau, ne sait pas que ce magistrat a d'abord pris plus que le dû. Il a pris plus que ce que moi-même, l'État, je mérite. Le magistrat, il a fait seulement, je dirais, un trompe-l'œil. Donc, vous verrez seulement 100 000 francs congolais pour faire transparaître à l'idée que ces 100 000 francs-là, que c'est au travers de cette caution de 100 000 que moi, j'ai libéré. Alors qu'en réalité, les clients ou les détenus ont été soumis, M. Daniel Rolland, à payer au-delà
que c'est que le magistrat demandait à titre de caution. Donc, vous donnez $100, $200, on libère. Parfois, il y a même $2000 qu'il dépense. Or, vous le savez bien, Monsieur le ministre de la Justice, Constant Moutamba, venait de prendre une très belle initiative consistant à faire passer par le compte de l'État toutes les sommes d'argent ou les frais de justice ou les frais judiciaires, ok? C'est-à-dire les frais qui découlent d'une procédure judiciaire. Mais parmi les rubriques qu'il a citées, je n'ai pas vu là où il a parlé de la caution. Voyez-vous, certes, la caution est payée à la banque, mais le ministre de la Justice doit aussi mettre un numéro vert pour permettre aux gens, aux avocats et autres, parce qu'il est avocat, aux avocats et autres, dès lors qu'un avocat fait l'objet, voit que son client fait l'objet d'un harcèlement sur le paiement d'une somme d'argent exorbitante pour sa liberté provisoire, on appelle pour éviter ces histoires. Parce que là, on enrichit les magistrats au détriment de la vie des clients. Et quand le client n'a pas d'argent, le magistrat ne libère pas. Voyez-vous? Et quand il part en prison, maintenant, c'est le procureur général qui part pour contrôler. Et quand il réalise qu'il y a des faits bénins, il libère. Donc, vous comprenez, monsieur Daniel Roland, que c'est toujours en aval que les détenus qui sont, en tout cas, condamnés ou détenus pour des faits bénins viennent d'être libérés. Or, les magistrats en amont doivent éviter normalement. Si les prisons congolaises actuellement font l'objet de pléthore, c'est justement à cause du comportement des magistrats qui n'envoient en prison tout le monde qui y vient sans toutefois mesurer la gravité des faits commis. Alors maître, je vais vous libérer bientôt parce que vous avez beaucoup de choses à faire. Vous devez aller les faire le plus vite que possible. Mais ma dernière question est celle de savoir, on a parlé de ces conditions d'incarcération dans la prison centrale de Makala. Maintenant, on doit chuter avec quelques solutions venant de vous. Moi, je vous pose la question de savoir, ne pensez-vous pas aujourd'hui pour essayer d'éviter cette situation, diminuer le nombre de gens à la prison centrale de Makala, à part la construction de nouvelles prisons par l'État congolais, si ça se faisait, on doit commencer à détenir ou bien à placer les gens au niveau de ces différentes prisons par rapport aux infractions commises. Par exemple, les Koulouna, ils ont leur prison. Les gens qui sont incarcérés bien arrêtés et qualifiés comme des criminels, ils ont leur prison. Les gens qui sont arrêtés pour des détournements des deniers publics, certainement, ils ont aussi leur prison. Question qu'on puisse pas éviter du mêlou comme ça et puis bomber les gens dans une prison qui a été construite pour 5000 personnes aujourd'hui, qui compte plus de 15 000 personnes. Exactement, monsieur Daniel Roland, cela est aussi légal. Parce que ce que le législateur entend, c'est qu'il y ait une répartition, en tout cas une répartition de détenus dans les locaux. Et le législateur a prévu la manière dont la répartition doit être faite. Et d'ailleurs, si vous lisez l'article 44, qui dit ceci, je le lis, dans la mesure où les installations le permettent, les gardiens répartissent les détenus de manière à regrouper séparément le détenu condamné par un jugement ou arrêt coulant en force de chose jugée à une peine de servitude pénale ne dépassant pas 2 mois. Le détenu condamné par un jugement coulant en force de chose jugée à une peine de servitude pénale supérieure à 2 mois. Le vagabond et mendiant mis à la disposition du gouvernement par une décision qui n'est pas devenue définitive. Les personnes mises en détention préventive en application du chapitre 3 du Code de procédure pénale. Les personnes retenues en attendant qu'elles puissent être interrogées par l'autorité judiciaire compétente et celles qui ont fait l'objet d'un mandat d'amener. Les personnes visées au numéro 2, second alinéa. Donc, vous comprenez, je finis. Vous comprenez que le législateur lui-même a réparti la manière dont, n'est-ce pas, a prévu la répartition dont doit faire l'objet le détenu par le gardien. Alors, ce qui est un problème, c'est que les gardiens, lorsqu'ils voient qu'il y a plusieurs pavillons, je vous donne un exemple. Si le pavillon qui devrait receler le prison, n'est-ce pas, qui devait comporter les prisonniers condamnés à la peine, par exemple, d'emprisonnement de 2 mois, comme on l'a dit, ou à peine de mort, et fait l'objet d'un pléthore, ok, et qu'il y a aussi promiscuité, que feraient les gardiens? Les gardiens n'ont pas pouvoir de créer un autre pavillon.
Donc, il y aura toujours un problème de pléthore et de promiscuité. C'est pourquoi je vous ai dit, M. Daniel Roland, que cette répartition, elle est théorique parce que lorsque vous partez sur terrain, vous ne voyez pas cette répartition-là. Ils sont tous confondus, comme vous dites qu'il y a parfois d'amalgame et d'imméli-mélo. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la solution en tout, la solution de la promiscuité, c'est justement la création, le désengorgement de prison. S'il y a un système tel que les prisonniers qui ont été acquittés, ils sortent ipso facto de la prison, vous voyez, la balance sera équilibrée. Si aussi le prisonnier, n'est-ce pas, qui ont bénéficié de la liberté provisoire ou qui ont commis de faits bénins, n'est-ce pas, le procureur, lui-même le procureur de la République ou le procureur pour les tribunaux de paix peut, au regard du détenu que lui, il a envoyé en prison, essayer d'analyser quels sont les détenus qui peuvent y sortir sans toutefois payer quoi que ce soit. Voyez-vous, monsieur Daniel Roland, cela permettrait au moins de résoudre le problème des promiscuités dans le pavillon. Et cela va résoudre le problème de la répartition équitable qui manque dans la prison centrale de Makala et dans d'autres prisons. Et le problème aussi du pléthore de prisonniers sera résolu, comme je vous ai dit, par la construction d'autres bâtiments affectés à la prison ou destinés à recevoir des prisonniers. Mais tant que l'État congolais, tant que le magistrat enverrait des personnes en prison sans toutefois essayer de faire l'équilibre sur la gravité des faits, il y aura toujours un problème de pléthore. Tant qu'on enverra le détenu en prison et il n'y aura pas la balance des sorties et entrées par rapport aux enjeux, en tout cas, rassurez-vous, M. Daniel Roland, il y aura toujours un problème de pléthore. C'est pourquoi le ministre de la Justice doit à tout prix solliciter de fonds de l'État pour construire ces bâtiments-là destinés à recevoir des prisonniers et doit aussi à tout prix solliciter de l'État le fonds pour faire manger, en tout cas très bien, le prisonnier selon les heures et les jours. Alors, M. Céline Toumba, c'est un réel plaisir pour nous de vous recevoir dans cette émission. Je rappelle que vous êtes avocat, criminologue, futur doctorant, chercheur en droit. Vraiment, on va se retrouver prochainement avec vous pour un autre numéro de cette émission. En tout cas, je vous remercie, M. Daniel Roland. À toutes et à tous, merci de nous avoir suivis. Que vive la République, vive la RDC. À mon ami Abed Lukombo et Nice Lukombo, je vous salue. À la prochaine. Restez-nous toujours fidèles.